Bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un défi, je pense, assez commun pour beaucoup d'entre nous, la gestion de nos environnements numériques. Hmm. Qu'on soit créateur, streamer, joueur, ou même juste pour optimiser les tâches au bureau, on jongle souvent avec plein de logiciels, d'applis, de raccourcis clavier à mémoriser. Ah oui, ça peut vite devenir un casse-tête. Exactement. Et parfois, ça freine plus qu'autre chose. C'est un peu frustrant. Alors, pour répondre à ce besoin de simplifier, de reprendre le contrôle, il y a une catégorie d'outils qui a émergé, les panneaux de contrôle personnalisables. Et aujourd'hui, on va mettre le projecteur sur un modèle en particulier, l'Ulanzi Stream Deck D200. C'est ça. Et pour en parler, on s'est basé sur les infos publiques, la doc officielle du produit, les spécifications techniques, les guides d'utilisation du fabricant et aussi ce qu'on trouve sur leur plateforme GitHub. Tout à fait. L'objectif, il est double. D'abord, on va essayer de bien comprendre ce que c'est un Stream Deck en général. Ce concept de panneau de contrôle physique. D'accord. Et ensuite, on va vraiment décortiquer cet Ulanzi 200. C'est quoi ses caractéristiques? Comment il marche? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le logiciel pour le personnaliser? Et puis, où est-ce qu'il se situe sur le marché actuel? On va essayer de déballer tout ça. Parfait. Alors, commençons par le commencement. Un Stream Deck, c'est quoi au juste? Si on devait l'imaginer, c'est une sorte de petit boîtier qu'on pose sur son bureau? C'est une bonne image, oui. Un petit boîtier avec plusieurs boutons physiques dessus. Et la particularité, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces boutons, souvent, ce sont de petits écrans LCD. Ah oui. Chaque bouton est un écran. Exactement. Chacun peut afficher une icône, une petite image qu'on choisit. Du coup, on voit tout de suite à quoi il sert. Et une simple pression, hop, ça lance une action ou même toute une série d'actions qu'on a programmées. C'est Elgato qui a vraiment popularisé ça en 2017. Au départ, c'était beaucoup pour les streamers, pour gérer leur diffusion en direct. Changer de scène, régler le son, lancer des effets, sans avoir à quitter leur jeu des yeux, quoi. Pratique. Et ces appareils, ils ont combien de boutons en général? Ça varie. Ça peut aller de 6 pour les plus petits jusqu'à 32 boutons écran sur certains modèles. Le gros point fort, c'est vraiment la personnalisation. C'est géré par un logiciel qui vient avec. D'accord. Et souvent, l'interface est assez simple, c'est du glisser-déposer. On prend une action dans une liste et on la met sur la touche qu'on veut. Mais alors, concrètement, pourquoi on utiliserait ça? C'est quoi le gain? Le bénéfice le plus évident, je dirais, c'est la centralisation. Fini de se tordre les doigts avec des combinaisons de touches improbables, genre CTRL plus ALT plus SHIFT plus F9. Oui, ou de cliquer dans 3 menus différents pour trouver une fonction. Voilà, là, tout est au même endroit. Une pression, ça fait l'action. Et ça accélère vraiment le flux de travail, c'est net, tout avoir sous la main. Passer d'une caméra à l'autre dans OBS, tu vois, le logiciel de streaming. Oui, Open Broadcaster Software. C'est ça, lancer un jingle, couper son micro, ouvrir son logiciel de montage, coller un texte qu'on utilise tout le temps, la liste est énorme. C'est souvent bien plus rapide et on fait moins d'erreurs qu'avec la souris ou des raccourcis compliqués. Et il y a l'aspect visuel aussi, tu disais. Avoir une icône pour chaque fonction. Exactement, ça aide beaucoup. Ça réduit ce qu'on appelle la charge mentale. On voit l'action, on appuie, c'est intuitif. On passe moins de temps à chercher, plus de temps à faire. Et il faut vraiment insister, c'est pas que pour le streaming, loin de là. Pour le montage vidéo, la retouche photo, on peut y mettre des macros, tu sais, des séquences d'actions répétitives ou des outils qu'on utilise souvent. Ah oui, je vois. En bureautique, pareil. Imagine un clic pour ouvrir un modèle de document, rejoindre une visio ou lancer les 3 applis dont tu as besoin pour une tâche précise. Pour les joueurs, accès rapide aux commandes, aux macros. Et même la domotique. La domotique? Oui, certains appareils permettent, via des plugins, de contrôler des lumières, des appareils connectés. On voit parfois mentionner un plugin pour Home Assistant, par exemple. Ça ouvre encore un autre champ. C'est vraiment un centre de contrôle personnel, en fait. Très clair. Alors, maintenant, revenons à notre Ulanzi 200. Qu'est-ce qui le caractérise, lui, d'après les infos officielles? On parlait de 13 touches LCD? C'est ça. 13 touches, format carré. Chacune est un écran LCD avec une résolution donnée à 196,196 pixels. C'est suffisant pour afficher des icônes assez nettes. D'accord. Mais il n'y a pas que ça. Le D200 a aussi ce qu'ils appellent une fenêtre d'information. C'est un écran en plus, à côté des touches. Une fenêtre d'info. Pour afficher quoi? D'après la doc, ça peut montrer des infosystèmes. Typiquement, l'utilisation du processeur,
le CPU, ou de la carte graphique, le GPU. Ah, intéressant. Certaines infos mentionnent aussi une horloge. Apparemment, c'est plus pour afficher des données que pour interagir. Mais ça ajoute une petite info contextuelle directement sur l'appareil. Et physiquement, il ressemble à quoi? Quelles sont les spécifications? Alors, le boîtier, ce serait un mélange de verre en surface, d'alliage d'aluminium pour certaines parties et de plastique, avec une finition mate apparemment pour éviter les reflets et les traces. Mhm. Niveau dimension, on parle de 15,4 cm de long, 9,2 de large, 7,8 de haut. Et un poids autour de 230 grammes. C'est assez compact, oui. Et la connexion? Toute simple. Un port USB Type-C sur l'appareil, qu'on relie à un port USB 2.0 classique sur l'ordi. Ulanzi dit que c'est plug and play, pas besoin d'installer de pilote à la main sous Windows 7 ou plus récent, ou macOS 10.13 et plus. L'ordi le reconnaît direct. D'accord, donc le matériel est assez simple à brancher, toute l'intelligence est dans le logiciel alors? En grande partie, oui. Le logiciel, c'est Ulanzi Deck. Parfois, ils l'appellent plus Studio sur leur site. C'est l'outil clé pour tout configurer. Il est gratuit, à télécharger sur leur site officiel. Et il fonctionne comment? L'interface, c'est basé sur le glisser-déposer. On a une liste d'actions possibles sur le côté, lancer une appli, ouvrir un site web, faire un raccourci clavier, contrôler le volume, ce genre de choses. Et on prend l'action, on la glisse sur la touche qu'on veut configurer. C'est assez visuel. Mais 13 touches, ça peut être vite rempli, non? Comment on gère si on a besoin de plus d'actions? Ah, bonne question. Le logiciel a des solutions pour ça. D'abord, on peut personnaliser chaque touche, lui donner un titre, choisir une icône. On peut même importer ses propres images. Ok. Ensuite, il y a les dossiers. Si tu glisses une action sur une autre action déjà placée, ça crée un dossier sur cette touche. Quand tu appuies dessus, ça ouvre une nouvelle page avec d'autres boutons. La doc dit qu'on peut créer jusqu'à 10 dossiers par profil. Ça multiplie pas mal les possibilités. 10 dossiers par profil? Et les profils, c'est quoi exactement? Alors ça, c'est très utile. Tu peux créer des configurations de touches complètement différentes pour chaque usage. Un profil pour ton logiciel de montage, un autre pour ton jeu préféré, un pour le boulot. Ah, d'accord. Et le logiciel peut même changer de profil automatiquement quand tu passes d'une application à l'autre. C'est assez malin. Et bien sûr, tu peux exporter et importer tes profils pour les sauvegarder ou les partager. Le logiciel a l'air assez complet. J'ai vu aussi qu'il y avait une fonction multi-action. Ça consiste en quoi? Oui, ça c'est puissant. C'est un créateur de macros en gros. Ça permet de déclencher toute une séquence d'actions avec une seule pression de touche. Une séquence, c'est-à-dire? Par exemple, tu appuies sur une touche et ça va, disons, ouvrir une page web précise, attendre une seconde que ça charge, puis taper automatiquement un texte dans la barre de recherche. Ou alors, lancer ton logiciel de stream, ouvrir ton chat, allumer une lumière connectée via un plugin et envoyer un message de bienvenue. Tout ça en une seule fois. Ah oui, c'est vraiment pour automatiser des tâches répétitives, quoi. Exactement. Ou des processus un peu complexes qui demandent plusieurs étapes. Ça peut faire gagner un temps fou. Et justement, cette capacité à piloter d'autres logiciels, c'est fondamental. Comment l'Ulanzi D200 gère ça? Il s'intègre bien? C'est un point qu'Ulanzi met en avant, oui. Pour les logiciels de streaming les plus connus, l'intégration est dite native. Ça veut dire qu'il y a des actions dédiées pour OBS Studio. Il recommande une version spécifique d'OBS? Oui, la 30.0.2 ou supérieure. Et il donne même un lien pour la télécharger. Ça marche aussi avec Streamlabs, Twitch, YouTube. Donc tu peux gérer tes scènes, tes sources, démarrer ou arrêter le stream, l'enregistrement, le son. Directement depuis le D200, sans passer par des raccourcis clavier compliqués. Ok, ça c'est pour le streaming. Et en dehors? Ils annoncent aussi un support pour des logiciels créatifs comme Photoshop, Premiere Pro, avec des actions spécifiques, et même pour des outils de communication pro comme Feshu ou Tencent Meeting, ce qui montre qu'ils visent aussi un peu le monde de l'entreprise. D'accord. Et pour élargir tout ça, il y a un système de plugins. On les trouve dans le UStudio Marketplace, accessible depuis le logiciel Ulanzi Deck. Et on y trouve quoi comme plugins? Des plugins pour des applis comme Discord, Spotify, mais aussi des outils plus généraux. Afficher la météo, des horloges différentes, des indicateurs système. Et on retrouve le fameux plugin Home Assistant pour la domotique, qui semble être un exemple souvent cité. Ces systèmes de plugins, ça touche à un aspect intéressant de la stratégie d'Ulanzi, non? Cette idée d'ouverture, de communauté? Tout à fait. Ils mettent ça en avant. Une approche orientée communauté, et même open source. Si tu vas sur le GitHub officiel d'Ulanzi Technologies, GitHub, la plateforme pour les développeurs. exactement, on y trouve le SDK, le kit de développement logiciel, appelé Ulanzi Deck Plugin SDK, et même la documentation des protocoles de communication.
En gros, c'est une invitation aux développeurs. Voilà les outils, si vous voulez créer vos propres plugins pour le 200, allez-y. Ah, c'est intéressant ça. Oui, et ils ont même une plateforme pour que les utilisateurs puissent partager ce qu'ils créent, leur configuration de profil, les plugins qu'ils ont développés, et même des packs d'icônes personnalisés. C'est une approche assez différente des acteurs historiques, qui contrôlent souvent plus leur écosystème logiciel, non? Oui, c'est plus ouvert. Ça peut être un beau moyen d'accélérer l'innovation. Si la communauté s'en empare, on pourrait voir apparaître des plugins très spécifiques pour des besoins que le fabricant n'aurait pas forcément ciblés. Hmm. Ça peut aussi compenser un catalogue de plugins officiels, peut-être moins fourni au départ que celui des concurrents qui ont des années d'avance. C'est un pari sur la communauté pour enrichir le produit. La contrepartie, c'est que la qualité des plugins tiers peut être plus variable, bien sûr. Du coup, ça nous amène à la question du positionnement. Face à la concurrence, notamment Elgato, qui est un peu la référence, comment se situe cet Ulandi D200 si on se base sur les faits et infos officielles? Clairement, il arrive comme une alternative sur les fonctions matérielles de base, les touches LCD programmables, la connexion USB, le logiciel de configuration. Il propose des choses similaires à ce qui existe déjà en entrée ou milieu de gamme. La petite fenêtre d'info, c'est peut-être un petit plus. Et où est-ce qu'il se distingue vraiment? Je dirais sur 2 points principaux. L'écosystème logiciel, dont on vient de parler, avec cette approche ouverte, Oui. et le prix. Alors l'écosystème, on a vu, il est en construction, il mise sur l'open source, comparé à Elgato par exemple. Elgato a plusieurs années d'avance, donc ils ont un catalogue de plugins, officiels et tiers, beaucoup plus large. Ça couvre énormément de logiciels, de services web, même du matériel comme leurs éclairages connectés. Le store du Landsy, d'après ce qu'on voit sur leur site, semble plus centré sur les bases, les intégrations clés pour le stream et quelques applis, et compte sur le SDK pour le reste. Donc oui, la maturité et l'étendue de l'écosystème, c'est une différence notable pour l'instant. Et le prix, tu disais? Alors là, c'est assez clair. On trouve l'Ulinzy 200 sur des plateformes comme AliExpress. Et même si les prix varient, il est généralement positionné de façon agressive, nettement moins cher que les modèles équivalents des marques établies. Donc un rapport fonctionnalité-prix potentiellement intéressant. C'est l'idée, oui. Rendre cette technologie plus accessible. Si les fonctions de base te suffisent, ou si tu es prêt à explorer ce que la communauté propose via le SDK, ça peut être une option attractive. C'est ce positionnement prix qui est vraiment marquant. D'accord. Imaginons que quelqu'un soit séduit par ce positionnement. Comment ça se passe pour démarrer ce rang? C'est simple à mettre en place? Oui, le processus est fait pour être simple. Tu déballes, tu branches en USB. Ensuite, tu vas sur le site ulanzi.com, section Download ou Support, et tu télécharges la dernière version du logiciel Ulanzi Deck ou UStudio pour ton ordi Windows ou Mac. Ok. Tu l'installes et normalement, il détecte l'appareil. Un bon réflexe, c'est de vérifier tout de suite s'il y a des mises à jour. Pour le logiciel lui-même et aussi pour le firmware, le petit logiciel interne de l'appareil. Les mises à jour, ça corrige des bugs, mais ça peut aussi ajouter des fonctions. Une fois que tout est installé et reconnu, tu aurais quelques conseils, des bonnes pratiques pour bien l'utiliser? Oui, quelques trucs de bon sens, mais toujours utiles. D'abord, l'organisation. Il faut être clair. Donner des noms logiques aux touches, aux dossiers, aux profils. Utiliser des icônes qui parlent. On peut même se faire un code couleur. Bleu pour l'audio, rouge pour le stream, vert pour le travail. Ah oui, pas bête. Ensuite, ne pas hésiter à utiliser les dossiers et les profils. Faut pas essayer de tout mettre sur une seule page. C'est mieux d'avoir un profil par application principale ou par grosse tâche. Troisièmement, exploiter les multi-actions pour automatiser les trucs répétitifs. Repérer les 2, 3, 4 étapes qu'on fait toujours à la suite et voir si on peut les regrouper sur une touche. Quatrièmement, sauvegarder ses profils. La fonction d'exportation est là pour ça. Ça prend 2 secondes et ça peut sauver des heures de configuration si on a un souci ou si on change d'ordi. Très important ça. Et enfin, tester. Tester sa configuration avant de compter dessus pour un truc important, genre un direct. Vérifier que les actions se lancent bien, que les délais des macros sont bons. Logique. Bon, si on devait résumer un peu notre exploration, l'Ulandi D200, ça se présente comme un outil de productivité assez polyvalent, très personnalisable, C'est ça. avec ses 13 touches LCD, sa petite fenêtre d'infos en plus, et son logiciel qui gère les profils, les dossiers, les macros. Il a de quoi potentiellement fluidifier pas mal de flux de travail, surtout pour les créateurs, les streamers, les joueurs.
Oui, c'est une bonne synthèse. Il propose les fonctions clés qu'on attend de ce genre d'appareil, mais avec un positionnement prix plus accessible qu'on trouve notamment sur AliExpress. Et sa stratégie repose aussi sur cet écosystème logiciel en développement avec l'approche open source via le SDK sur GitHub. C'est une invitation à la communauté à participer, une tentative de démocratiser ces outils, en jouant sur l'équilibre entre fonctions natives, prix et potentiel communautaire. Ce qui nous amène peut-être à une réflexion finale, au-delà de ce modèle Ulanzi ou même de ses concurrents actuels, vers quoi ce type d'outil pourrait évoluer? Où est-ce que ça nous mène? C'est une excellente question et c'est passionnant. Justement, ces SDK ouverts, l'implication des communautés, ça pourrait vraiment changer la donne. On peut se demander quelles applications complètement nouvelles, auxquelles les fabricants n'ont même pas pensé, pourraient naître de ça. Hmm. Est-ce que ces panneaux de contrôle vont devenir encore plus intelligents? S'adapter à ce qu'on est en train de faire? Peut-être anticiper nos besoins? Jusqu'où ira la personnalisation? Est-ce qu'ils vont devenir des compagnons indispensables pour naviguer dans notre quotidien numérique, en brouillant la ligne entre l'outil de niche pour experts et l'accessoire grand public? C'est peut-être une partie de l'avenir de l'interaction entre nous et nos machines qui se joue sur ces petits pavés lumineux. Une évolution à suivre de très très près.